Dimanche 6 mars 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Une édition que nous ouvrons avec ce mouvement d'humeur au quartier Abidjan. C'est un problème foncier qui oppose les habitants du quartier Madina, donc c'est le quartier Madina et non Abidjan, le quartier Madina de Niamey, à un opérateur économique de la place. Ce dimanche matin, les habitants de ce quartier Madina étaient sortis massivement pour dire non à l'occupation d'une place publique, selon elle. C'est ce que vous allez voir dans ce résumé signé Adamou Soumana et Sardoumi. Il s'agit là d'une mobilisation des habitants du quartier Madina, 6 au 3e arrondissement communal de la capitale, pour manifester leur mécontentement relatif à un litige foncier. Le problème, c'est un opérateur économique qui a payé 4 parcelles. Et après ces 4 parcelles, il y avait une place publique qui est collée à ces 4 parcelles-là. Donc du coup, il voulait construire les 4 parcelles et la place publique. La raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est réunis ici pour dire à qui de droit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il va faire aujourd'hui ici. On a fait les premières démarches avec le chef du quartier et le maire aussi de la commune 3. Bon, ils nous ont demandé en premier lieu de nous réunir et de dire à l'opinion publique de ce qui se passe d'abord. Donc après, on va voir ce qui va suivre. Face à cette situation, les habitants du quartier interpellent qui de droit pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de bradage de l'espace public. On va se battre parce que c'est notre droit. On va se battre, on ne va pas s'arrêter ici. C'est un endroit public et tout le monde sait que c'est un sujet qui a été même débattu au niveau de l'Assemblée nationale, que soit, disons, les places publiques ne doivent pas être larguées à des opérateurs économiques pour qu'ils fassent leurs besoins dedans. Nous, on n'est pas d'accord. C'est une place qui a été réservée pour les gens, ça n'a qu'à rester comme ça. Si la personne a besoin de payer des grands terrains, il y a des espaces en dehors de la ville, il n'a qu'à partir payer ça là-bas, construire ce qu'il veut. Une situation qui mérite les éclaircissements des services compétents, desquels le propriétaire des 4 parcelles détient un document administratif. Affaire donc à suivre Adamou Soumana. Deuxième table ronde organisée ce jour dimanche par l'association alternative Espace Citoyen à l'hôtel Sahel de Niamey. Il s'agissait pour cette dernière de vérifier les acquis de 2 semaines de formation au profit des jeunes issus de plusieurs formations politiques du Niger. C'est à l'hôtel Sahel donc de Niamey, je le disais, c'était en présence de plusieurs invités. Précision avec Ibrahim Boubacar et Nasser Seydou. Engagée depuis un certain temps dans une phase active de promotion de la culture démocratique, l'association alternative Espace Citoyen était à l'œuvre de plusieurs conférences de débat au travers de plusieurs thématiques. Outre donc ces conférences à l'endroit de la jeunesse nigérienne, une formation de 2 semaines avait été initiée au profit des jeunes acteurs politiques, qui est conclue par 2 tables rondes animées en Hausa et en Zarma pour tester si la formation était véritablement un acquis. Au sortir donc de cette deuxième table ronde, les organisateurs font le point de l'issue des activités en ces termes. C'est une première expérience pour nous. C'est vrai qu'Alternative a l'habitude d'organiser ce genre de débat, mais c'est destiné vraiment à un public aussi de haut niveau. Pourquoi je dis de haut niveau? Généralement, c'est dans cette même salle. Au premier tour des élections présidentielles 2020-2021, nous avons organisé ce genre de débat, c'est face à face, mais c'était entre les candidats aux élections présidentielles. Mais cette fois-ci, nous avons voulu changer un peu le format. Ce débat met un peu en face à face des jeunes acteurs politiques, ici des formations politiques. Donc là, ces 2 tables rondes sont vraiment un peu la finalité, les fruits de 2 semaines de formation que nous avions eu à organiser à l'endroit de ces jeunes. Et durant ces 2 semaines de formation, on a essayé tant bien que mal de faire vraiment, de mettre l'accent sur la question de la démocratie. Globalement, notre ambition, vraiment, en organisant ces 2 débats, c'est de leur donner la parole, qu'ils apprennent à communiquer en public. D'abord, qu'ils commencent à dialoguer entre eux. C'est très important que les jeunes de différentes formations politiques, qui sont de l'opposition, certaines sont de l'opposition, d'autres de non-affiliés, d'autres de la majorité, qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils échangent entre eux. Pour les bénéficiaires, cette initiative de l'association alternative est à saluer. La formation politique dont on a reçu,
Ça fait 2 semaines de cela qu'on était en formation politique. Parce qu'on a beaucoup appris au niveau de cette formation politique. Du moment où la formation politique émane de nos formations politiques. Mais quand même, Alternative Espace Citoyen a eu le courage de le faire. Et c'est déjà un chapeau pour eux. Vraiment, je parle le mot pour remercier Alternative Espace. Alternative Espace nous a tout fait et nous a tout dit. Vraiment, avec Alternative Espace, c'est formidable. J'apprécie favorablement. Cette initiative est une initiative vraiment vaste parce que ça permet aux jeunes de se cultiver davantage dans les systèmes politiques. Les 14 jours que nous avons vécu au niveau de l'alternative, nous avons étudié des modules et ce sont des modules vraiment très importants qui parlent de la politique jusqu'à la démocratie en général. 2 jours durant, ces jeunes acteurs politiques se sont démarqués par leur capacité à non seulement prendre la parole en public, mais aussi de par les propos qu'ils ont tenus, garantiront la paix et l'unité nationale, à laisser entendre les initiateurs. Il faut rappeler que toutes ces activités ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Merci Ibrahim Aboubakar. Apocalypse africain, c'est le titre d'un film projeté ce dimanche 6 mars 2022 au canal Olympia de Niamey. Le film retrace l'atrocité commise par la mission Voulé et Chanoine au Niger. Il a été réalisé au Niger par un Britannique. Ce film a été suivi et résumé ici par nos reporters Ismaël Moumouni et Abakar Soleil. Une mission d'expédition a été envoyée au Niger par le colonisateur. Cette mission, dirigée par le capitaine Paul Voulé et Julien Chanoine, a pour but de rejoindre le Tchad. Seulement, cette mission a sémé le chaos sur son passage en commettant des atrocités sur les populations qui ont eu le malheur de se trouver sur son chemin. Ainsi, à travers ce film, le réalisateur britannique a mis à nu l'histoire de cette mission Voulé et Chanoine qui incarne la quintessence de la violence coloniale, notamment celle de la France. En Angleterre et en Europe en général, les problèmes de colonisation, c'est complètement oublié. Et alors, dans 2015, j'ai voyagé au Niger pour découvrir plus sur le sujet de la colonne de Voulé-Chanoine. Et dans le papier, c'est une chose, et c'est dans le terrain avec les vivants, c'est une autre chose, parce que c'est un mémoire de communauté, c'est un mémoire d'oral. Beaucoup des archives des Français sont cachées et sont détruites. En fait, quand Voulé a été tué, la première chose que les autres Français soldats ont fait, il a exhumé le corps de Voulé et retiré les papiers. Apocalypse africain, ce film de 90 minutes, a transporté ces cinéphiles dans un passé lointain où des atrocités ont été commises à l'endroit des autochtones par des officiers français dans les années 1890. Cette histoire de Voulé-Chanoine, nous l'avons appris depuis notre enfance, à l'école et tantôt aussi par les anciens qui étaient là. Mais cette fois-ci, c'est un autre point de vue, en tout cas d'un réalisateur anglais, comme l'histoire du film l'a raconté, qui a trouvé des documents et qui est venu les confronter à la réalité. Donc je crois que ça nous a permis de voir un autre angle de l'histoire et aussi de donner la parole pour la première fois au fait, à un ensemble de gens qui ne se connaissent pas et qui racontent ce que la mission a fait chez eux. Parce que l'histoire, telle qu'on nous l'a racontée, c'était une personne, peut-être deux qui ont écrit. Mais là, c'est la population elle-même qui partage, en tout cas, ses connaissances sur cette histoire. La projection a été très intéressante et la thématique développée sur le sujet a été également intéressante. Du point de vue du contenu, on a assisté à quelque chose d'un peu inédit, c'est-à-dire c'est un récit historique à travers le fil de la perception d'une personne. Cette personne étant le personnage principal qui relate ce qui s'est passé par rapport à un événement historique. L'expédition sème l'horreur et le désespoir sur son chemin jusqu'à ce que la troupe, majoritairement composée d'Africains, se rebelle contre ses chefs en les tuant le 16 juillet 1899.
Merci Ismaël Moumouni. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau ce soir M. Chebou Tchambiano. Il est le secrétaire général du syndicat de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. M. Tchambiano, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour commencer avec vous, la semaine passée, votre syndicat vous avait appelé à une opération marché mort, une opération visiblement suivie par les commerçants ici, en tout cas à Niamey. Et qu'est-ce qui vous a amené pour revenir un peu sur ce mouvement? Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons fait cela, mais c'est pour un certain nombre de revendications que la base est venue vers nous. Donc ils ont parlé de la facture certifiée, on a parlé du passage obligatoire vers les experts comptables, on a parlé du relèvement ou du rehaussement de la patente synthétique, et nous avons parlé du passe avant, on a parlé de la cellule veille, et c'est de ça que nous avons discuté. Mais déjà, lorsque nous avons déposé cette demande d'audience d'abord auprès du ministre des Finances, donc heureusement, le ministre du Commerce a anticipé et ensuite le Premier ministre. Nous sommes allés rencontrer le Premier ministre et nous lui avons expliqué. Il a une oreille attentive, en tout cas il nous a écoutés et nous avons exprimé les difficultés qui assaillent l'activité. Donc le Premier ministre a instruit devant nous le ministre des Finances et du Commerce pour que on voit la situation. Donc hier, ça a été élargi même au ministre de l'Environnement, le ministre des Transports. Ils vont discuter à propos. Donc nous savons que lui, l'objectif, c'est de s'enquérir pourquoi il y a une flambée de prix. C'est ce que le Premier ministre avait dit. Et nous avons expliqué que d'abord, quand on voit la ligne maritime, un conteneur qui se transportait à $1,000, aujourd'hui, il est à $5,000. Le coût du pétrole a augmenté de 70 à 112, 113 $. Et nous lui avons expliqué que aussi sur le corridor, il y a des difficultés, puisqu'on nous prend jusqu'à 0,50% de la valeur ad valorem du coût de la marchandise. Donc, ce qui, du coup, enrichit ou grimpe le coût. Et nous avons dit également que la vie chère même, elle commence au niveau de la douane, puisque la douane, il y a des produits qui sont dédouanés jusqu'à 74% de la valeur. Donc c'est pourquoi nous avons dit également que le problème de l'Ukraine et la Russie, puisque c'est les plus grands producteurs de maïs et de blé. Donc ça va avoir un impact parce que le blé qui est transformé en Turquie vient de la Russie et de l'Ukraine. Donc du coup, ça va avoir un impact. Donc nous avons dit, pour solutionner cela, il faut faire un désarmement tarifaire, peut-être pour une période donnée, et aussi faire la promotion de la production nationale. Parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas être dépendants de l'extérieur et puis attendre des meilleurs résultats. Par rapport à tout cela, c'est les économistes qui le disent, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, par rapport à la situation là, les impôts ou la douane risquent d'avoir une baisse de leurs recettes parce que les gens ne viennent pas. Et on a des difficultés au niveau du port de desserte de Cotonou, il n'y a pas de camions. C'est la période du coton, c'est pipeline, donc nous ne pourrons pas avoir des camions qui vont charger
les marchandises de denrées alimentaires. Donc c'est ça qu'on avait expliqué au Premier ministre. Donc on a vu après votre mouvement d'humeur, les lignes ont bougé un peu. Vous avez fait des propositions au Premier ministre. Est-ce qu'il vous a bien écouté? Très bien écouté, très bien écouté. Vraiment, c'est un homme qui reste à l'écoute parce qu'il nous a écouté attentivement. Et devant nous, il a instruit le ministre du Commerce et celui des Finances pour voir la question. Peut-être que de nos jours, les jours à venir, il va y avoir même un comité qui va réfléchir à propos. Sinon, même hier, il y a eu une réunion autour de toutes ces questions-là, de toutes les questions-là pour qu'on puisse trouver une solution. Donc vraiment, il nous a écoutés. Oui, donc, un des points de votre mouvement, c'est cette affaire des factures certifiées. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui vous ont été faites? Par rapport à ça, en tout cas, il a dit de réfléchir, parce que en dehors de la facture certifiée, nous avons voulu qu'on le traite au cas par cas. Parce que pour les importateurs, on peut le percevoir au niveau des cordons douaniers, donc tout le monde paye. Donc il ne faudrait pas qu'arriver dans la ville, d'autres aient des couvertures, peut-être des couvertures politiques ou des couvertures, je ne sais pas. Mais il faudrait, pour nous, pour qu'on perçoive ça au niveau de la douane et on se quitte. Parce que on est susceptible de payer l'impôt. Parce que quand on ne paye pas l'impôt, c'est qu'on n'est pas un citoyen sincère, quoi. Oui, donc concrètement, vous, par rapport à cette affaire des factures certifiées, quel est le problème réel que vous rencontrez? Le problème réel, d'abord, les gens ne savent pas manipuler les machines. Et deuxièmement, c'est le coût. Les gens ont parlé de coût, puisque d'autres, je pense que la plus petite machine tourne autour de 340 ou 350 000 francs. Donc, c'est la question que les gens se posent. Et ils ont posé le problème de patente synthétique. La patente synthétique, elle est exorbitante. Donc, le Premier ministre a dit aussi de prendre tout ça là en compte. Et il y a aussi les industriels d'autres qui importent des produits chimiques pour mettre ça dans la transformation. Et on a demandé pour qu'ils payent une somme colossale. Donc ça aussi, ils vont étudier le cas. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement est venu. Par rapport au transport, il y a le ministre des Transports qui est venu. Donc on peut trouver, Inch'Allah, une solution. On l'espère bien, SG. Et par rapport au point sur Passavan, et là, quel est le problème? Le problème, c'est la lenteur dans le traitement. C'est la lenteur dans le traitement. Et je pense que la douane va faire quelque chose. Et l'autre, par rapport à la cellule veille, donc on a dit que quand tu amènes une facture, on dit que cette facture-là, elle est insuffisante. Donc il faut la gonfler pour que ça réponde aux critères de la douane. Oui, donc, revenons maintenant sur un sujet d'actualité. Tout le monde se plaint ici chez nous. La vie coûte cher, les produits coûtent très cher, notamment ceux de première nécessité sur les différents marchés. Et les consommateurs les sentent dans leur chair. Et bientôt, ça va être le mois de Ramadan. Au niveau des commerçants, cette situation vous interpelle? Bien sûr. Le ministre a eu l'initiative, le ministre du Commerce a eu l'initiative d'aller auprès des commerçants au niveau des marchés pour s'enquérir de la situation. Le stock à venir, le stock existant, les coûts, pourquoi les coûts sont grimpés. Et d'ample explication a été donnée au ministre. Et vous, à votre niveau, le commerçant, quelles sont les dispositions vraiment que vous êtes en train de prendre pour essayer de stabiliser les prix de certains produits? Les dispositions, vous savez, entre le 5 février, à la fin du mois de février, la tonne de riz à l'extérieur a augmenté de 35 000 francs.
Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la disponibilité d'abord. Il faut coûte que coûte pour qu'il y ait la disponibilité. Quel qu'en soit le prix, on peut s'entendre. Mais si le produit n'est pas disponible, la rupture, c'est qu'il y aura encore une vie plus chère que ça. Le problème de la Russie et de l'Ukraine peut avoir un impact sur nous parce que nous dépendons de l'extérieur. Et ce n'est pas bon. Il ne faut pas mettre ses œufs dans un seul panier. Quand le panier tombe, donc tout est fini. Si aujourd'hui la Thaïlande dit qu'il n'y aura pas d'importation, d'exportation vers les pays de l'Afrique de l'Ouest ou bien vers le Niger, pour le riz, on va avoir des difficultés. Puisque la production nationale ne dépasse pas 172 000 tonnes. Le riz importé tourne autour de 400 000, ceux qui se sont fait déclarer, 423 000 tonnes. Donc vous voyez le gap. Ce n'est pas facile de combler ça. Mais c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait une promotion de la production nationale. Que ce soit le riz, que ce soit les volailles, que ce soit le mil, que ce soit le maïs. Vraiment, il est temps de revenir à la production. Nous ne pouvons pas tout le temps dépendre. Vraiment, il faut vous voyez l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, c'est autosuffisant. C'est autosuffisant. Et aujourd'hui, le Nigeria exporte même le bétail, le Nigeria amène chez nous. Le Nigeria a suffisamment réfléchi et ils ont réussi. Ils ont réussi. Quand ils avaient fermé les frontières, donc nous, on se plaignait, mais on devrait aussi faire la même chose. On devrait produire, on devrait fermer peut-être des produits qui nous refusaient de rentrer. Nous aussi, qu'on les refuse de rentrer. Quand quelqu'un te pique à l'œil, il faut le piquer quelque part aussi. Oui, revenons toujours par rapport à la cherté des produits sur les marchés. Et les consommateurs accusent à tort ou à raison les commerçants. Et beaucoup font leur stock avant même, par exemple, le mois de Ramadan, font leur stock et ils profitent de ce mois pour augmenter ces prix. Qu'est-ce qui vraiment vous savez, tout celui qui se lève jette l'anathème sur l'opérateur économique. Oui. Et en réalité, vous voyez tout ce que je vous ai dit, à l'extérieur et au niveau du cordon douanier, les difficultés qu'on a. Quand la marchandise arrive, peut-être que sur les produits agroalimentaires, on ne peut avoir qu'un bénéfice tout au plus de 4%. Donc, ce n'est pas de nous que ça dépend. C'est l'extérieur. Il faut voir, la flambée vient de l'extérieur. Donc, nous, ce que je vous ai dit, on voudrait assurer le stock national. Il faudrait que le produit existe. Parce que si le produit n'existe pas, c'est encore un autre problème. Donc, nous pensons que le comité que le Premier ministre a mis en place pour trouver des solutions, il y aura des propositions. Mais je ne veux pas trop parler de ça, puisque l'affaire est pendante devant le Premier ministre et les ministres. Donc, je ne pourrais pas m'aventurer pour dire autre chose. Mais je sais qu'il y a de bonnes perspectives. En tout cas, on peut trouver une solution intermédiaire. Parce que là, ce qu'il faut trouver, c'est la solution tout de suite. Parce que demain, c'est le Ramadan. Oui, donc il faut vite trouver une solution intermédiaire avant de pouvoir réfléchir sur l'avenir. Donc, justement, par rapport à ce mois de Ramadan, maintenant, que direz-vous aux consommateurs qui sont en train de vous suivre? Bon, par rapport à ce mois béni de Ramadan, généralement, ce que la Chambre du commerce fait, la Chambre du commerce convoque tous les acteurs des structures syndicales pour qu'on se déplace, on va vers les opérateurs économiques pour leur demander, par rapport au mois béni de Ramadan, de renoncer à une partie de leur marge bénéficiaire. C'est pour que les populations lambda puissent jouir du mois béni de Ramadan. Est-ce que les commerçants le font? Ils le font.
qu'il s'agisse des solani, qu'il s'agisse des œufs, qu'il s'agisse de la viande, des poissons, ils le font. Ils le font franchement. Les pommes de terre, aujourd'hui, le prix de la pomme par rapport à l'année dernière, elle est abordable. Donc, ils le font. Donc, je pense que le président de la Chambre du commerce, avec le ministre du commerce, parce que c'est le ministre du commerce qui, le plus souvent, se déplace vers la Chambre de commerce, on convoque les opérateurs économiques et il dit ce que le gouvernement attend de nous. Ensuite, la Chambre du commerce met un comité qui va réfléchir et qui va aller vers les gens pour leur demander de soulager la population. Oui, on ne peut pas faire cet entretien sans pour autant revenir sur cette affaire de notre voisin, le Mali, qui est sous embargo de la CEDEAO. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences sur vos activités économiques relativement à la fermeture? Il y a des conséquences parce que les vivres viennent, une partie des vivres viennent du Mali. Donc aujourd'hui, la frontière est fermée, théoriquement. Mais les gens essaient quand même, mais ils ne peuvent pas faire la grande quantité. Vous avez vu le Bénin aussi, qui est réticent par rapport à l'exportation du maïs et autres. Le Burkina aussi a emboîté le pas. Donc, nous allons être entre le marteau et l'enclume, il ne faut pas le dire, mais c'est la triste réalité, pour que le gouvernement voit peut-être avec ces pays-là comment négocier le trafic de ces produits. Parce que il faut aller, en tout cas, il ne faut pas se cacher la face, parce que nous sommes dans un espace UEMOA-CEDEAO et personne ne doit, en tout cas, tirer la couverture vers soi. Le Bénin l'a fait l'année dernière, le Burkina également, mais il faudrait que nous, nos dirigeants, négocient avec ces pays-là pour qu'on nous accepte, même si c'est pour une quantité donnée, pour qu'on nous accepte d'exporter ou d'importer vers le Niger. Donc, c'est à ça que nos dirigeants doivent s'atteler. C'est très important. Oui, peut-être pour finir avec vous, maintenant, que direz-vous à ces milliers de consommateurs nigériens qui vous suivent? À ces milliers de consommateurs nigériens, nous leur demandons que Dieu, le Tout-Puissant, leur vienne en aide, et nous aussi et nos dirigeants, pour qu'on puisse trouver une solution intermédiaire. Ce qui est aussi important, c'est que Dieu puisse leur faciliter l'accès à l'argent. S'ils ont l'argent, quel qu'en soit le prix du produit, ils peuvent payer. Mais la situation est que c'est une indépendance des opérateurs économiques, puisque ce sont des produits que nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas, nous les importons. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de voir la situation à venir. Peut-être maintenant, ça va. Peut-être dans 2 mois, 3 mois, on ne sait pas ce que ça va nous réserver. Mais nous leur dirons de ne pas, en tout cas, faire du gaspillage, de conserver au maximum leurs produits ou leur nourriture, parce que demain, peut-être qu'il y a un lendemain sombre, quoi. Mais il faut éviter le gaspillage. J'espère que vous n'allez pas quitter ce plateau sans aussi lancer un message particulier à vos amis commerçants et revendeurs. D'accord. Le message que j'aurais à lancer à nos amis commerçants et revendeurs, c'est que c'est la situation qui est comme ça. L'État veut de l'argent et nous aussi, on ne va pas payer trop. Parce que si on paye trop, les consommateurs vont en pâtir. Donc c'est pourquoi l'économiste qui a dit trop d'impôts tue l'impôt, et c'est ce que j'ai dit tantôt, ils ne peuvent pas atteindre leur but parce que les gens sont en train de vendre leurs produits peut-être vers l'extérieur par rapport à des situations comme ça. Mais il faut en tout cas
que les deux parties puissent s'entendre et trouver une solution. Les commerçants et puis l'État. L'État, je sais que l'État a un dos large pour supporter beaucoup de choses. Donc, afin qu'il n'y ait pas une flambée de prix plus sévère que ça. C'est ce que je vais dire à propos. Merci, Chebou Tchambiano. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci. Et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. D'accord. La 10e édition de la soirée de Gala Hadilen s'est tenue le vendredi dernier à l'hôtel Rouné de Niamey. Une soirée en faveur de la mode et qui était très riche en couleurs, nous précise Abdelrazak Hamidou Léo et Nasser Seydou. Voilà. C'était une soirée exceptionnelle, comptant pour la 10e édition de la soirée de Gala Hadilen. Le jardin de l'hôtel Rouné Doum était plein à craquer et la barre a été mise haut. Une soirée avec également des airs de belles fêtes d'anniversaire. Tout était réuni pour ce qui a constitué l'une des meilleures soirées de Gala Hadilen. Le Gala Hadilen est comme un troisième bébé pour moi. Un bébé que j'ai vu naître, grandir avec la team Hadilen. 10 ans durant, pour diverses raisons, connaîtra ce soir son épilogue. Déjà organiser un spectacle nécessite un mental de fer, une organisation assidue et surtout qui se rêve être un parcours du combattant, surtout dans notre pays et surtout quand on est une femme. Cette année, par exemple, c'est quelques 14 collections de 40 tenues chacune qui ont été confectionnées. C'est usant et lassant à la fin, mais quand on a de la passion pour ce que nous faisons, nous ne voyons point cela. Nous allons certainement nous concentrer sur un autre projet pour toujours apporter un plus pour la promotion de la culture au Niger, car c'est ce que nous savons faire et nous le ferons toujours et avec plus de passion, mais cette fois-ci peut-être en région. Un public totalement conquis. C'est l'une des meilleures, en tout cas, soirées que personnellement que j'ai eu à assister. Et je crois que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et en 10 ans, je crois qu'on a grandi. Et c'est une occasion pour remercier la promotrice Hadilen et toute la team Hadilen, en tout cas pour cette belle soirée quand même qu'elle nous a délivrée et que nous avons aimée. Speechless, excellent. Tout est bien fait. 10e et dernière édition du Gala, élément de réponse. Pour le moment, on savoure parce que ça a été une soirée réussie. Et vous avez vu le monde que ça a drainé. Et l'ambiance, le spectacle a été au rendez-vous. Je pense que pour le moment, c'est de ça qu'il faut parler. Le reste, on verra avec le temps. Mais pour le moment, savourons ensemble la parfaite organisation. Et elle parlait de dernière édition. Bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais aussi, on est libre aussi de décider ce qu'on veut. Et comme d'habitude, il y a toujours des surprises et tout s'est bien passé. On ne fait que lui souhaiter bonne chance et bonne continuité. Et nous, on sera toujours là pour la 11e édition. Donc, si elle pense qu'il n'y aura pas 11e, on ne peut pas dire qu'il y a 10 sans 11. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine, peut-être pour la 11e édition du Gala Hadilen. Du sport, dans ce journal, Abdelrazak Hamidou Léo, le complexe Isaka Daboré de Niamey a abrité ce matin une assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de sport nautique, des assises qui visent à revigorer cette fédération pour le bonheur de ses athlètes. Précision avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Les représentants des 8 ligues régionales que comprend la Fédération nationale de sport nautique se retrouvent à travers ce cadre pour leur assemblée générale ordinaire. En ouvrant les travaux de ces assises, le président de cette fédération s'est appesanti sur les points objets des conclaves. Il sera ainsi présenté pour échange et approbation les rapports d'activité financière de la période écoulée ainsi que le plan d'action de l'année 2022 découlant du plan stratégique de la Fédération nigérienne de sport nautique. Une particularité historique de la présente Assemblée générale
faut-il le souligner, sera la mise en place de la commission des athlètes. Cette importante commission dont la mission consiste à représenter les athlètes au sein de la fédération et les aider à connaître le succès sur l'aire de compétition comme en dehors de celle-ci. Elle veille à ce que le point de vue des athlètes demeure au cœur des décisions de la fédération et représenter ainsi les anciens et actuels et futurs athlètes. La commission des athlètes de la Fédération nigérienne de sport nautique est un organisme élu qui sert de lien entre les athlètes et la fédération. Les échanges au cours de cette Assemblée générale, mesdames et messieurs, se focaliseront également sur le processus de la construction de la prochaine piscine olympique à Yaouré, dans l'arrondissement communal 5 de Niamey, en partenariat avec l'État, la ville de Niamey et la Fédération internationale de natation. À ce sujet, un appel d'offres international sera lancé très prochainement en vue de la sélection de l'entreprise qui aura en charge la mise en œuvre de cet ouvrage. C'est le lieu de féliciter la Fédération pour ses excellentes relations avec les fédérations internationales de la FINA et de la FISA, qui permettent entre autres de mettre en œuvre les programmes de formation ainsi que les activités rentrant dans le cadre du développement de ces disciplines au Niger. Sur le plan managérial, la Fédération nigérienne poursuit la mise en place des outils de gestion, à même de prendre en bras le corps tout le processus de développement des sports nautiques et doter cette fédération de structures crédibles et honnêtes, ouvertes et accessibles à tous, sans distinction ni discrimination au niveau des 8 régions de notre pays. Nous exhortons les ligues à relancer les activités dans tous les bassins disponibles. Ces amoureux de la natation se pencheront sur les voies et moyens permettant de faire rayonner le sport nautique au Niger. Encore du sport, l'hippodrome de Niamey est animé cet après-midi. Une compétition hippique a été organisée par la Ligue régionale de Niamey des sports équestres. Au total, 3 courses ont été organisées sur les distances de 1200 et 1400 mètres à Rewa et 1400 mètres à Talon. Le résumé. Renforcer la cohésion et l'unité au milieu hippique de Niamey, mais aussi permettre aux écuries de faire des mises en jambe, c'est entre autres objectifs que vise la Ligue régionale des sports équestres de Niamey. Dans cette optique, une compétition a été organisée ce dimanche et elle a porté sur 3 catégories de courses. Vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue régionale des sports équestres a tenu son assemblée, ça ne fait pas un mois, et son assemblée élective. Et au niveau de l'Assemblée, le bureau a pris l'engagement de ramener la course et d'animer l'hippodrome. Et je pense que c'est une première fois, moins d'un mois, et nous arrivons à organiser cette course. Et je pense que c'est dans le respect des engagements que nous avons pris au niveau de l'Assemblée générale. Tout ce qui s'est passé, c'est derrière nous. Vous avez vu, tous les élèves, tous les protagonistes étaient là, autour d'un même objectif, faire revenir la course. Et je pense que l'objectif de cette première course organisée rapidement, c'était pour amener la sérénité. Et je pense qu'elle y est. Cette course est la première du genre et d'autres compétitions seront organisées et de façon régulière selon les responsables de la Ligue régionale de Niamey qui ont pris l'engagement d'animer le terrain hippique de Niamey pour enfin offrir aux amateurs de ce sport une occasion de se distraire. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine. Au revoir.